Amen. Alors, bonsoir, shalom à tous. Shalom, Bien- shalom. Shalom, bienvenue donc dans cette conférence Évolution-Création, un thème très important pour nous, pour nos enfants aussi qui sont souvent confrontés dans les établissements scolaires à cette théorie de l'évolution. Et il est important que nous, chrétiens, nous soyons armés pour protéger nos enfants et garder nos familles dans la foi. Maintenant, j'invite chacun à réfléchir aussi à ce message. Si vous qui écoutez, vous n'êtes pas chrétien, soyez le bienvenu aussi. Vous vous posez des questions, vous voulez comprendre. Soyez le bienvenu aussi dans cette soirée, qui est une soirée aussi de réflexion. Nous voulons analyser les faits, nous voulons comprendre réellement la vérité. Et en tant que professeur de SVT, je voudrais donc vous informer ce soir. Oui, je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre, c'est-à-dire biologie et géologie, et j'ai donc suivi des études universitaires. J'ai aussi donc pris beaucoup de temps pour m'informer sur cette question de l'évolution de la création, et je suis conférencier aussi. Et donc pour moi, c'est un plaisir et une responsabilité aussi de partager ce message. Alors, on va déjà méditer un petit peu sur ce que la Bible dit, puisqu'on est là pour défendre ce qu'elle dit. Elle dit euh, que, en Genèse 2,19, que l'Éternel avait formé tous les animaux à partir de la terre, ou du sol, si vous voulez. Adama en hébreu, la terre ou le sol. Donc, vous voyez, la Bible est très claire, hein. Elle a formé tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel à partir de la terre. Donc, voilà, c'est une déclaration claire. Il n'est pas dit que Dieu a formé un animal à partir d'un autre animal. Il n'est pas la question d'une évolution d'une espèce en une autre espèce progressivement. Non, pas du tout. Et même pour l'homme, hein, il a la même affirmation. L'Éternel Dieu façonna l'homme à partir de la poussière du sol. Voyez, et il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc la déclaration de la Bible est claire. Et comment peut-on croire aujourd'hui une telle déclaration, vu tout l'acharnement, tout le bombardement d'informations que la science nous donne avec tant de certitude? Avant de commencer à répondre à ces questions, je voudrais encore parler de la notion d'espèce, cette notion d'espèce qui est importante dans la Bible et pour les scientifiques aussi, nous dit ceci. Vous voyez, par exemple, la terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leurs semences selon leur espèce, aux arbres portant selon leurs espèces fruits, etc. Vous voyez, c'est la même chose pour les animaux, les poissons. Il est parlé qu'ils ont été faits selon leur espèce. Voyez, tous ceux qui volent au moyen d'elles selon leur espèce. Donc la Bible est très claire. On va retrouver encore ce mot pour les bêtes sauvages, vous voyez, en Genèse 1, 25, etc. Donc ce mot espèce qui est répété 7 fois dans le premier chapitre de la Genèse euh, est vraiment très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la Bible? Est-ce que c'est la même définition que pour les scientifiques? Pas tout à fait. Pour les scientifiques, une espèce est un ensemble d'êtres vivants qui se ressemblent, ok, mais aussi qui peuvent se reproduire ensemble. Voyez? Tandis que pour la Bible, c'est un peu différent. Le mot hébreu est min. Min qui signifie espèce, sorte, type. Voyez, c'est pas la même chose, c'est un type. On parle parfois de type morphologique en science, dire qu'on a un animal avec, ou un végétal avec sa structure, son organisation spécifique. C'est un type. C'est pas une question tellement de reproduction, mais un type. Pour donner un exemple, on peut prendre par exemple chez les équidés, on a un type qui est le cheval, vous voyez, avec l'âne qui lui est proche et le zèbre.
Ils sont dans cette même famille, la famille des équidés. D'ailleurs, ils peuvent se reproduire ensemble si on les y amène, ce qui prouve qu'il y a des liens étroits entre eux. Donc là, on a un type, vous voyez. Euh, Parfois, on a des espèces proches qui se ressemblent énormément, qui se reproduisent pas ensemble. On verra tout à l'heure. Ça reste un type. Donc, c'est très intéressant parce que la notion d'espèce actuellement pose problème aux scientifiques parce que ils se rendent compte que c'est vraiment pas simple. Pas simple. Souvent, on met la barrière de la reproduction en disant que voilà, des individus qui se reproduisent, on les met ensemble dans la même espèce les sépare des autres, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Et je trouve très intéressant cette définition que nous donne la Bible, qui est extrêmement pertinente. Alors commençons par un peu d'histoire des sciences. L'idée d'évolution est venue par les Grecs, entre autres, qui avaient commencé à donner quelques prémices, si je puis dire, de cette idée de transformation des animaux les uns après les autres, ou les uns donnant les autres. Mais bon, globalement, le monde est resté fixiste, c'est-à-dire en croyant que les espèces n'évoluent pas. Voilà, elles sont fixes, elles sont déterminées, elles n'évoluent pas, comme le disait d'ailleurs le grec Platon. Euh, voilà, le monde est resté fixiste globalement. On a donc ici Georges Cuvier, qui était un chrétien, donc qui a vécu au XIXe siècle, et donc, il était très réputé, un paléontologue qui a beaucoup étudié les mammifères, et lui-même disait, regardez l'ibis qu'on trouve dans les pyramides, il n'a pas évolué depuis 3000 ans. Voilà, l'ibis est le même aujourd'hui que celui qu'on trouve dans les pyramides. Donc, pour lui, les espèces sont fixes, elles n'évoluent pas. Voilà, donc il va beaucoup insister là-dessus, parler du déluge et des catastrophes aussi qui ont entraîné toute la formation des fossiles qu'on trouve. Voilà, donc c'était quelqu'un d'important puisqu'il était le responsable du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et après lui vient Lamarck, donc au même Muséum d'histoire naturelle, Lamarck qui, lui, va plutôt étudier les invertébrés. Et quand il étudie les petits coquillages, il se rend compte que au fur et à mesure que le temps passe, il peut y avoir des petits détails qui changent, des petites choses qui se modifient. Et donc, il va amener cette idée d'évolution qu'il va appeler le transformisme. Voilà, et donc on peut donner ici cette image de cette girafe qui a le cou qui s'agrandit, vous voyez. Mais pour lui, l'évolution se fait selon les besoins. Voilà. Imaginons que la girafe a besoin d'être plus grande pour atteindre les arbres et manger des feuillages, puisqu'il n'y a plus d'arbres à manger. Eh bien, le cou va s'allonger de lui-même. Voilà, c'est un petit peu surprenant voilà, pour un scientifique qui, bon, pense que les choses se transforment, les animaux se transforment comme ça, de même, selon les besoins. Et c'est là qu'après va intervenir Charles Darwin, qui a vécu dans cette même période, mais lui, il va aller un petit peu plus loin. Il va dire que les transformations sont dues à des petites modifications à la naissance qu'on appelle les mutations. Pour lui, voilà, les animaux, les plantes qui apparaissent donc sont variées, ont des petites modifications, des petites différences, et que ensuite ces êtres vivants vont être sélectionnés selon les besoins, selon les conditions du milieu, selon leur aptitude, et que certains vont survivre et d'autres non. Voilà sa théorie et ça va vraiment avoir un très très grand impact. Son livre, publié en 1859, va vraiment bouleverser le monde scientifique et tout le monde scientifique qui était créationniste, c'est-à-dire qui croyait qu'un créateur avait tout simplement créé les plantes, les animaux, la planète. Ils vont tous devenir évolutionnistes, pensant que voilà, une évolution au hasard a créé les espèces les unes après les autres. Certains continuent à garder l'idée de Dieu au départ,
d'autres abandonnant l'idée de Dieu. Donc voilà, c'est une vraie révolution que Charles Darwin va amener en science. Alors, ici, je vous ai noté la carte de son voyage quand il était très jeune. Il est parti sur un bateau pour une grande expédition qui consistait à observer les plantes et les animaux dans certaines zones mondiales. Donc, vous voyez, il va partir d'Angleterre en 1831 et il va observer les plantes, particulièrement en Amérique latine. Et il va arriver sur l'île des Galapagos, vous voyez, en 1835. Et là, il va comparer les plantes et les animaux du continent et de l'île. Il s'aperçoit qu'il y a des petites modifications, des petites différences. Donc l'idée d'évolution germe dans sa tête. Comment expliquer ces petites différences? Et il va beaucoup parler des pinsons, en tout cas ils vont devenir célèbres, les pinsons qu'il va trouver sur cette île des Galapagos, des pinsons au gros bec, au moyen bec, au petit bec, ou avec un bec très fin. Et il va dire, voilà, ces pinsons, ils sont différents parce que ils ont évolué à partir d'un ancêtre commun et voilà, ils se sont adaptés aux différentes graines ou aliments de l'île et ont eu des becs différents. Donc, il va donc être amené à penser à cette théorie de l'évolution par ce qu'il observe sur le terrain. Maintenant, regardez bien, les pinsons sont quand même restés des pinsons. C'est le bec qui change de taille. Alors ici, voici un arbre, hein, je dirais un arbre d'évolution hein, que les scientifiques ont construit pour essayer d'expliquer l'évolution de tous ces pinsons. Vous voyez que ceux qui ont un petit bec sont à droite, ceux qui ont un gros bec sont à gauche. Les gros becs mangent des graines plus dures que ceux qui ont un petit bec. Et en fait, bon, on voyait les scientifiques sur le terrain à la fin du XXe siècle et ils sont allés mesurer vraiment ce qui se passait. Et ils ont mesuré la taille des becs et ils ont constaté qu'effectivement, quand il y a une période de sécheresse, les pinsons petits becs n'ayant plus d'herbe à manger n'arrivent plus à casser les graines, donc ils meurent. Et la population va plutôt contenir des pinsons au gros bec. Donc, vous voyez, il y a une évolution de la population. Non pas une évolution du pinson lui-même, mais de la population, ce qui est bien différent. Et ils ont constaté qu'après la sécheresse, l'équilibre se revenait, c'est-à-dire que de nouveau, ils naissaient des pinsons avec un petit bec, et ceux-ci redevenaient assez nombreux dans la population. Et donc, ensuite, il y avait les pinsons à gros bec et à moyen bec, bien sûr. Donc, on a constaté des fluctuations, vous voyez, donc il y a quelque chose de vrai dans ce qu'a dit Darwin, mais ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'on a constaté aussi, assez récemment, que tous ces pinsons sont de la même espèce. Ils peuvent tous se reproduire, ou presque tous se reproduire entre eux. En fait, vous voyez, on était là en train de parler d'évolution, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont de la même espèce, donc c'est tout simplement une question de variété au sein de la même espèce. Et ça, c'est quand même assez loin de l'idée d'évolution. Je pense que vous pourrez sûrement comprendre. En tout cas, revenons sur les fondements que Darwin a posés. Nous avons donc des mutations. Voyons ici ces girafes, voyez. Il y en a qui sont plus petites que d'autres, donc à la naissance. Celle qui est plus petite n'ayant plus d'avoir mangé meurt. Voyez, donc ça c'est la sélection. Et celles qui ont un plus long cou vont vivre, vont réussir à trouver du feuillage à manger. Donc finalement, à la fin, il va rester les girafes au long cou. Donc, l'espèce se transforme. Donc, cette manière d'expliquer la transformation des espèces va avoir un grand succès parce que c'est assez logique, vous voyez. Et donc, les scientifiques vont adhérer tout de suite à sa théorie. Voici ici un arbre d'évolution que Darwin avait lui-même dessiné dans son livre.
dans l'origine des espèces, donc par la sélection naturelle en 1859. Donc pour lui, c'est une évolution progressive. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que lui-même ne voulait pas publier son livre parce que il y avait beaucoup de choses qui ne le satisfaisaient pas. Dans les observations, dans les plantes, les animaux qu'il a observés, il y avait beaucoup de choses qui ne cadraient pas quand même avec sa théorie. Et lui-même, donc, hésitait à publier son livre. Par contre, on lui a dit, mais il faut publier ton livre. Maintenant, c'est suffisamment clair. Il y en a d'autres qui, sinon, vont publier à- avant toi. Donc, on l'a un petit peu forcé à publier son livre. Mais il avait raison d'être quand même, comment dirais-je, hésitant. Et on va le voir. Pourquoi? Donc ici, je vais amener, pardon, l'idée de microévolution et macroévolution. Donc, microévolution, on peut avoir des espèces très proches, comme ici les chiens, le renard, les loups, les coyotes. Ce sont des espèces très proches qui, pour beaucoup, se reproduisent ensemble. Pas le renard, mais le loup, le coyote, le dingo, le chien peuvent se reproduire entre eux. On a une microévolution entre eux. On a, vous voyez, un type morphologique qui est très proche, avec des petites différences. Par contre, l'idée de macroévolution, c'est vraiment partir d'une cellule de départ, très simple, et imaginer que les espèces ont évolué, par exemple, vers un poisson, et ses nageoires, pardon, deviennent des pattes, et on obtient donc un amphibien. L'amphibien devient un reptile ou devient un mammifère avec des poils, et le mammifère finalement devient l'homme. Donc ça, c'est l'idée de macroévolution. Donc c'est important de les distinguer, sinon une confusion demeure, souvent. D'abord, parlons de cette microévolution. Euh, alors, parlons aussi des variations naturelles. Alors, il faut savoir que la nature est formée d'animaux, de plantes qui sont d'une variabilité incroyable. C'est un principe fondamental si on observe quelconque plante, quelconque animal. Il y a au sein de son espèce une grande variabilité. Regardez ces chats, ils sont dans la même famille, pourtant il n'y en a aucun qui se ressemble parfaitement avec un autre. Ils ont tous des petites différences. La nature a prévu ces différences. Ce ne sont pas des mutations, c'est tout simplement de la diversité. Voyez, cette diversité, elle est due à ce qu'on appelle la méiose qui crée les ovules et les spermatozoïdes, qui fait que les chromosomes des deux parents sont en partie mélangés au hasard, ils vont se mélanger au hasard, c'est-à-dire que cette méiose prend la moitié des chromosomes de la mère, la moitié des chromosomes du père et les mélange. Donc, en fait, un individu va être issu de ce mélange. Vous voyez? Et on estime qu'un couple humain peut avoir au moins 70 000 milliards d'enfants différents. Vous voyez? Si on avait 70 000 milliards d'enfants, on pourrait compter qu'ils soient tous différents. Quelque chose d'extraordinaire pour un seul couple. Hein. Donc, voilà, cette diversité, elle est incroyable. Déjà, il y a 2 millions au minimum, on pense même peut-être 3 millions d'espèces sur Terre. Et on en découvre régulièrement de nouvelles. C'est absolument impressionnant. Cette diversité, quand j'étais étudiant, ma prof de biologie m'en parlait. Elle me disait, mais comment expliquer cette diversité incroyable? Alors, personnellement, en croyant à un créateur, je n'ai pas de mal à imaginer combien il a dû se réjouir, se régaler de créer autant de créatures. Il est infiniment intelligent, infiniment puissant. Et en tant que créateur, pour lui, c'est une joie de créer toutes ces créatures et d'exprimer sa grande sagesse. Alors, regardez ici
des coccinelles, euh, nous les voyons toutes différentes. Vous voyez? Et pourtant, ce sont toutes des coccinelles. Vous voyez? Ce sont des coccinelles asiatiques. Voilà. Il y en a qui sont toutes noires. C'est la diversité au sein d'une même espèce. Regardez ici ces zèbres. Vous voyez que ils sont tous différents selon les régions d'Afrique. Certains sont bien zébrés avec des raies blanches et des raies noires. Vous voyez que d'autres ont des raies noires très fines entre les raies noires plus épaisses. Celui-ci en bas a le ventre blanc. Celui qui est encore plus bas a carrément les pattes, le ventre et les cuisses blanches. Et on en a un autre qui est légèrement différent avec du gris sous la zébrure. Donc, vous voyez, la diversité, encore une fois, s'exprime au sein d'une espèce. Regardons chez les plantes. Ici, nous avons une plante qui est la chili millefeuille, une plante très commune, qui finalement s'adapte à l'altitude. En montagne, elle va être beaucoup plus petite, de manière à pouvoir résister au vent et au froid. Et donc, c'est une adaptation. Pourtant, c'est la même plante, mais simplement plus petite. Donc, plus on monte en altitude, plus elle est petite. Ouais, vraiment assez étonnant. Voyez? Donc, cette diversité permet une adaptabilité des plantes et des animaux. Alors, maintenant, nous allons donc parler des mutations. Darwin a parlé des mutations. Est-ce que vraiment on les observe? Euh, Bien sûr, on en observe et on peut, par exemple, créer des mutations avec des radiations qu'on va imposer sur des animaux. Vous avez ici des drosophiles qui sont faciles à élever. On peut les élever dans une bouteille et en 3 semaines, elles ont fait leurs œufs, les œufs éclosent, ça devient des petites larves qui deviennent des adultes. Donc c'est un cycle complet en 3 semaines. C'est pour ça qu'elles sont très utilisées dans les expériences, très faciles donc élever et nourrir. Donc on va envoyer des rayons et je vais expliquer qu'est-ce qui va se passer. Bon, on a parlé de mutation en tant que petite modification obtenue à la naissance, qu'elle soit naturelle ou pas. Alors, bon, je vais clarifier les choses. Je vais parler plutôt de mutations, donc ce qui sont des petites modifications nouvelles, voyez, d'accord? Et ces petites modifications nouvelles, pourquoi elles apparaissent? Maintenant, on sait qu'elles apparaissent parce que dans l'ADN, il va y avoir des changements. Donc l'ADN, je rappelle, c'est comme un livre, voyez, avec des tas de lettres chimiques. Il y a 4 lettres, G pour guanine, A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine. Donc ces 4 lettres constituent un vrai langage, une vraie écriture. Et on a des paragraphes. Donc toute cette écriture, ces paragraphes qu'on appelle les gènes, qui ont un rôle bien précis. Donc voilà, on a cet ADN qui est une molécule extrêmement longue, euh, qui va contenir 3 milliards de lettres chez l'homme. Et 3 milliards de lettres chez l'homme. Quelque chose de vraiment incroyable. Et donc, on va avoir des petites portions qui sont les gènes. Maintenant, les mutations vont être des erreurs. On peut avoir une erreur sur une lettre. Quand la cellule fabrique une nouvelle molécule d'ADN, elle peut faire une erreur. Alors, il y a des systèmes pour corriger les erreurs, mais malgré tous les systèmes de correction qui sont pourtant efficaces, il peut rester euh, une mutation dans l'ADN. On estime qu'il y a chaque génération quelque chose comme quelques mutations sur 1 million de lettres, vous voyez, à chaque génération. Donc, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Quelques mutations sur 1 million de lettres de l'ADN. Voilà, il y en a toujours qui se produisent à chaque génération, tout simplement par des petites erreurs de copie de l'ADN. Donc, ces petites mutations dans l'ADN vont se voir sur l'être vivant ou pas. Elles peuvent être neutres, c'est-à-dire qu'elles n'ont finalement aucune conséquence et l'animal ou l'être vivant
Donc la plante peut vivre normalement. Mais il y a aussi des mutations qui peuvent être dangereuses, handicapantes et mortelles. Donc ici, on a envoyé des radiations sur les mouches. Et regardez ce qu'on a obtenu. On a obtenu des mouches, par exemple, en 2 avec des yeux anormaux. Donc la mouche est aveugle ou quasiment aveugle. En 5, vous voyez, la mouche a les ailes tordues vers le haut. En 3, l'œil est déformé. En 4, elle n'a pas d'yeux. En 6, les ailes sont fripées. En 7, les ailes sont carrément recourbées sur le dos. Elle ne peut plus voler. En 8, on voit que ses ailes sont devenues toutes courtes. En 9, elle n'a plus d'ailes du tout. Son abdomen est devenu assez bizarre, si je puis dire. En 10, elle n'a plus d'ailes ou il ne reste que de toutes petites ailes en tout cas. Voyez, et en 11, elle a 2 paires d'ailes. Donc finalement, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, ce sont des mouches handicapées. La plupart des mutations sont donc négatives. Et ça, bon, Darwin n'avait pas eu le temps de l'étudier, mais bon, les mutations entraînent des handicaps nombreux, très très nombreux. Vous avez ici un exemple de maladie génétique. Il faut savoir que 3% des enfants naissent avec une anomalie génétique qui sont généralement dues à des mutations. D'accord? Donc, 3% des enfants, c'est beaucoup, vous voyez? Qui fait qu'en France, on a 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques. Donc, voici une maladie génétique chez cette personne. Il a des poils qui poussent partout sur le corps, comme des cheveux. Voyez. Donc, on l'a appelé l'homme à la tête de lion. Quand il est né, donc sa mère a été très persécutée parce qu'on lui disait qu'elle avait enfanté un monstre. Et elle a finalement vendu son enfant à l'âge de 4 ans à un homme responsable d'un cirque. Et donc cet enfant, finalement, elle était à l'école et il était intelligent, il aimait beaucoup la littérature. Mais finalement, après, il est resté dans ce cirque pour se présenter et être un homme à succès, je puis dire. Mais dans son cœur, bon, voilà, il n'était pas heureux de vivre ainsi. Donc, voilà, donc, bon, c'est un exemple particulier de maladie génétique, assez impressionnant. Mais bon, voilà, c'est courant et même très, très courant dans notre vie humaine, nos populations humaines. Alors maintenant, il existe quand même des mutations positives. Bien sûr, on en constate, pas beaucoup, mais on en constate quelques-unes. Euh, Vous avez ici le virus du sida, le VIH. Eh bien, ce virus du sida, quand il arrive pour détruire une cellule qu'on appelle un globule blanc, il se fixe sur un récepteur CD4 que vous voyez ici. Et il existe des personnes, à peu près 2% de la population, qui ont une mutation qui fait que le récepteur CD4 est modifié. Ainsi, le virus du VIH qui doit se fixer sur ce récepteur ne peut plus se fixer et n'arrive donc plus à rentrer dans les globules blancs. Donc, ces personnes ne sont jamais malades du sida, jamais atteintes par le sida. Donc, c'est quelque chose de positif. Si le sida détruisait la population mondiale, il n'en resterait toujours 2%. Voyez? Voilà. Donc, les mutations peuvent être positives, c'est vrai, mais on va voir que quand même, ça reste limité. Nous avons constaté des mutations positives chez les moustiques. Certains moustiques sont devenus résistants aux pesticides, ce qui a posé bien sûr des problèmes aux agriculteurs dans certaines zones. Et maintenant, on pourrait dire, voilà, le moustique est devenu résistant aux pesticides, il a évolué. En fait, on oublie de dire aussi que ce moustique a des problèmes pour se reproduire, des problèmes pour voler, etc. Donc, d'un certain côté, il est gagnant, mais d'un autre côté, il est perdant.
Donc voilà, les problèmes déjà des mutations ne sont pas simples et loin euh, d'être positifs dans l'ensemble des cas. Alors je voudrais parler maintenant de l'ADN poubelle. Les évolutionnistes ont dit euh, l'ADN étant modifié au fur et à mesure, on a finalement dans notre ADN à nous, euh, l'ADN humain, 4% qui correspond aux gènes utiles et 96% de cet ADN, ou 95, qui est un ADN dit poubelle, parce que c'est le résultat de l'évolution, avec beaucoup de mutations, avec des gènes qui ne servent plus à rien. Ils ont subi des mutations, ils sont inutiles. Donc, ils ont appelé ça l'ADN poubelle, c'est-à-dire le résultat de millions d'années de mutations et voilà, le reste de toute cette évolution. Voilà. Donc, maintenant, il y a eu une grande surprise. C'est que lors du décodage humain, vers 2003, en fait, on a découvert que cet ADN poubelle n'en était pas un du tout. Et ils ont découvert qu'il avait à l'intérieur 4 millions de gènes qui vont contrôler, réguler les 23 000 gènes de base. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Donc, eux qui pensaient que cet ADN ne servait à rien, ils ont découvert une pure merveille. Une pure merveille, c'est d'une complexité inouïe. On commence à comprendre quand même une partie de tout cela, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à découvrir parce que quand on a un gène de base qui est contrôlé par un, deux, voire trois autres gènes, c'est extrêmement complexe parce que ces gènes fabriquent des protéines qui viennent se fixer sur le gène de base pour soit l'activer, soit l'inhiber. Et tout ça, c'est rien que pour une protéine, mais nous fabriquons des milliers de protéines. Donc, c'est extrêmement complexe. Et c'est vrai que je ne suis pas étonné que beaucoup de généticiens soient croyants. C'est une pure merveille. C'est très, très complexe. On parle d'hypercomplexité, pardon. C'est vraiment simplement incroyable. Et voilà, donc au lieu de découvrir le résultat du hasard, on a découvert un réglage précis. On a découvert tout simplement, moi je dirais, la main du Créateur. Qu'en pensez-vous? Moi en tout cas, je le vois ainsi. Euh, alors maintenant, parlons de la sélection naturelle. Darwin a beaucoup parlé de cette sélection naturelle. Est-ce qu'elle existe? Bon, parlons du maïs. Ici, voyez, autant des peuplades du Mexique, il y a 5000 ans, il était tout petit. Petit à petit, cet épi de maïs qui mesurait que 2,5 cm, cet épi a grandi. Pourquoi il a grandi? Ah, à l'an 0, au temps de Jésus, l'épi faisait à peu près 7 cm. Pourquoi a-t-il grandi? Parce que chaque année, les agriculteurs ont prélevé les meilleures graines et ont fait une sélection. Voyez? Donc ça, c'est la puissance de la sélection. Chaque année, ils ont pris les graines des meilleurs pieds. Donc ils ont profité de ces petites améliorations. On pourrait parler de mutation entre guillemets. Euh, et avec la sélection chaque année, les épis sont devenus de plus en plus grands pour atteindre à peu près 30 cm aujourd'hui. Donc c'est un exemple de la puissance de la sélection. Donc ici, j'ai mis l'exemple des pinsons de Darwin, hein, ou ce que j'expliquais tout à l'heure, où leur bec peut varier un tout petit peu de taille. Bon, il s'agit de quelques dizaines de millimètres. Hein. Vous voyez le travail de patience qui a été fait, mais vous voyez le bec a sa taille qui varie dans la population, puisqu'en fait les pinsons à gros bec vont résister plus que les pinsons à petit bec. Voilà, donc on a des variations enregistrées dans une population. Donc ça, c'est l'effet de la sélection, puisque la, la sécheresse va sélectionner les pinsons à gros bec.
Un autre exemple très connu qu'on a dans, je dirais, beaucoup de livres scolaires de SVT, c'est l'exemple de la phalène. La phalène est un papillon qui est soit blanchâtre, je ne sais pas si vous le voyez ici à gauche, soit noirâtre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il essaie de faire du mimétisme pour se cacher. Ici, il est sur un tronc blanchâtre parce que les lichens de ce tronc lui donnent cette couleur blanchâtre. Donc, il est évident que les phalènes blanches sont protégées des oiseaux. On voyait ici, les oiseaux, on voit mieux les phalènes noires. Et donc, la population va rester globalement blanche, même s'il naît quelques phalènes noires de temps en temps, parce que c'est inscrit dans l'ADN de l'espèce. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La révolution industrielle est venue. Les lichens blancs sont morts. Et maintenant, c'était au tour des phalènes blanches à être visibles. Donc, du coup, la population, petit à petit, à cause de la sélection imposée par les oiseaux, va devenir donc des phalènes sombres. Voyez. Donc, on a une évolution de la population à cause de cette sélection naturelle. Donc, c'est un exemple qui a été étudié et qu'on voit ici sur cette carte. On voit ici l'évolution des populations de phalènes sombres. Donc, en fait, ici, on a 100% de phalènes sombres, le rond vert, voyez. Et donc, cette zone va s'élargir petit à petit. Et donc, les phalènes sombres vont envahir petit à petit l'Angleterre. Hein, lors de la révolution industrielle, effectivement, les arbres vont avoir un tronc plutôt noir, ce qui va permettre petit à petit, vous voyez, en un siècle à peu près, à ces phalènes de devenir un nombre d'individus dans une population de plus en plus nombreuse et sombre. Ouais, les sombres qui deviennent de plus en plus nombreuses. Donc voilà, la sélection existe. Euh, Ici, on a les espèces de chiens, enfin, pardon, les races de chiens. Tous ces chiens sont dans la même espèce puisqu'ils peuvent tous se reproduire ensemble. Qu'est-ce qui fait ces différences? Eh bien, tout simplement, l'homme. C'est l'homme qui a sélectionné certains chiens pour leur capacité. Par exemple, si les chiens courent plus vite, ils vont être sélectionnés pour, par exemple, la course, la chasse à court, hein, par exemple. Les chiens qui sont plus petits peuvent être sélectionnés pour aller dans les terriers, pour la chasse. Il y a des chiens bergers, etc., etc. Donc l'homme va sélectionner beaucoup de chiens en tenant compte de la variabilité qu'il observe à la naissance. Donc voilà, c'est un exemple assez clair, je crois, de ce que peut faire la sélection. Alors ici, voici un exemple de sélection naturelle. On a trouvé dans l'île des Galapagos des tortues géantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, on a une population assez variée, mais dans ces îles, la population devient peu nombreuse et ce sont certains individus qui vont être sélectionnés. Donc, en fait, ce sont les individus de grande taille qui ont été sélectionnés et les autres individus ont disparu à cause de la population pas très nombreuse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet insulaire. Hein. Dans les petites populations, on va avoir une sélection donc, de caractères particuliers. Donc là, c'est du gigantisme, pareil pour le dragon de Komodo, ou ça peut être du nanisme. Nous avons ici un éléphant très petit qui a été trouvé dans l'île de Malte. Il fait même pas 1 millimètre. Ah, parce qu'ici, c'était des individus petits qui ont été sélectionnés. Et donc, les gènes petits étaient, enfin de petite taille, étaient dans cette population. Regardez ce petit caméléon de Madagascar qui est absolument incroyable, avec sa taille de 3 centimètres. Il tient sur la pointe d'une allumette. Donc voilà, la sélection, c'est vrai, existe. Maintenant, cette sélection, elle est quand même limitée, parce qu'elle ne peut sélectionner que ceux qui existent. Voyez.
elle ne peut rien créer. Ce qui pourrait éventuellement créer quelque chose, ce sont les mutations. Vous voyez? La sélection ne va que sélectionner que les individus qui existent vraiment. Mais on s'aperçoit donc qu'elle est limitée. Et ce que je voudrais exprimer aussi, c'est que pour qu'il y ait vraiment de nouveaux individus qui apparaissent, il faut penser à de nouveaux organes. Pour imaginer, par exemple, qu'un cheval devienne une vache, il faut imaginer que, par exemple, des cornes apparaissent. Vous voyez? Ou une panse particulière, puisque la vache, elle rumine. Donc, il faut imaginer des transformations importantes. La corne, sa fabrication, elle est, elle dépend de plusieurs gènes. C'est un organe euh, qui est complexe, en fait. Donc, comment, comme je le dis à mes élèves, comment une corne peut apparaître? Imaginons peut-être que le cheval a tapé contre des rochers et qu'une bosse apparaît. Et peut-être une corne qui apparaît d'un côté, si ça pouvait se faire. Maintenant, alors, comment se fait-il qu'il y a une corne exactement symétrique qui apparaît de l'autre côté? Nous sommes là dans une explication qui montre les limites de cette théorie darwinienne. Il faudrait beaucoup de mutations, en tout cas au hasard. Mon exemple est un petit peu tiré par les cheveux, mais il faudrait imaginer plutôt un cheval qui à la naissance naît avec une corne. Qu'est-ce qui va faire qu'il va naître avec une corne? Il faudrait déjà que plusieurs gènes apparaissent, des gènes nouveaux. Et c'est là que c'est extrêmement complexe, parce qu'ils doivent apparaître en même temps. Si simplement, imaginez un gène nouveau apparaît avec peut-être une petite bosse sur la tête du cheval, cette petite bosse est un handicap pour le cheval. Et qu'est-ce qui va se passer? La sélection naturelle va plutôt faire disparaître les chevaux qui ont une bosse sur la tête, puisque c'est un handicap. Vous voyez? Donc on arrive à quelque chose de contradictoire. Si les mutations font peut-être évoluer l'animal, mais comme l'évolution n'est pas complète, la sélection naturelle le, le font disparaître. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre la complexité et la contradiction de cette théorie. Alors, les scientifiques, quand même, ne se demandent pas, ils disent, bon, on observe des espèces qui apparaissent, ce qu'on appelle la spéciation, donc la création de nouvelles espèces. Alors, on prend beaucoup d'exemples qu'on cite dans les livres. Un exemple très connu, c'est l'exemple de l'écureuil terrestre ou l'écureuil antilope. Donc, on va retrouver deux petits écureuils terrestres de chaque côté du Grand Canyon. Alors, vous voyez, d'un côté, c'est celui qu'on appelle Arizi, avec une queue qui est plutôt sombre, vous voyez. Et de l'autre côté, c'est l'Eucurus. L'Eucurus, qui veut dire queue blanche d'ailleurs, en latin. Et vous voyez qu'il a sa queue qui est blanche. Maintenant, quand on les a mis ensemble, ils n'ont pas voulu se reproduire. Ils ne se fréquentent pas, puisqu'à cause du Grand Canyon, chacun reste d'un côté, de son côté. Donc, les scientifiques disent, voilà, on a la création là de deux espèces différentes, avec sûrement un ancêtre commun à la base, à cause donc d'un relief infranchissable, et donc ils vont appeler ça une spéciation. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du point de vue du morphotype, c'est le même, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'évolution, juste des petites couleurs. Voilà. Après, c'est un comportement qui fait qu'ils ne se reproduisent plus entre eux, ils ne se reconnaissent plus. Mais voilà, on n'a pas d'évolution. C'est resté un petit écureuil terrestre. Et même des scientifiques ont dit que là, on constate une régression. Pourquoi une régression? Parce que l'ancêtre commun qui était au départ devait être sûrement plus varié. Certains d'entre eux étaient sûrement avec une queue sombre et d'autres étaient sûrement avec une queue blanche. Maintenant, on a une régression dans le sens que ces individus ne se retrouvent plus ensemble. Donc le potentiel de départ de cette espèce
ancestrale a finalement diminué. Donc c'est intéressant de voir que des scientifiques évolutionnistes reconnaissent que finalement l'évolution est une régression. C'est incroyable. En fait, est-ce qu'on a une évolution ici? C'est de la microévolution, des petits détails qui changent, mais le morphotype de l'animal n'a pas changé. L'écureuil terrestre est resté un écureuil terrestre. Et c'est le pareil pour ces grenouilles, hein. Elles, elles existent dans des régions différentes. Et quand on a voulu les faire se reproduire entre elles dans des aquariums, dans des laboratoires, en fait, on s'est aperçu que c'était impossible. Pour des raisons de développement embryonnaire, hein, enfin, il y avait donc des blocages. Donc on a dit, elles ne se reproduisent pas entre elles, donc on a des espèces différentes. Mais vous voyez que du point de vue de la Bible, qui parle de minimes, les minimes, qui sont les types, en fait, on a le même type. On a un même morphotype. Vous voyez? Euh, alors que les scientifiques nous disent, voilà, on a la création de nouvelles espèces. Bon, on a même en fait une régression, comme je vous l'ai expliqué, puisque le potentiel génétique de départ s'est affaibli. Donc, dire que la théorie de l'évolution existe et se justifie à partir d'exemples comme ça, ah ben, en fait, c'est totalement injustifié. Il y a une microévolution, on peut dire oui, une microévolution, mais on n'a pas la création d'un autre individu très différent. La grenouille n'est pas devenue une salamandre ou je ne sais quel autre animal, ou un lézard, ou ce que vous voulez. Vous voyez, la grenouille est restée une grenouille. Alors bon, ici, là, on a le même cas avec les drosophiles, donc des petites mouches. On trouve voilà, des centaines d'espèces de drosophiles euh, qui, bien sûr, se reproduisent pas entre elles, mais qui restent des drosophiles. Pareil pour ces lézards. Euh, alors, je continue avec, bon, c'est assez marrant, cette parade nuptiale entre ces deux espèces de fous à pattes bleues. Eh bien, ils se ressemblent parfaitement, mais ils ne se reproduisent pas entre eux parce qu'ils n'ont pas la même parade nuptiale. Et il y en a un qui lève une patte quand il fait la parade nuptiale et l'autre ne le fait pas. Voilà, pour des changements voilà, comme cela, qui paraissent très, très anodins, en fait, voilà, une barrière entre eux, la barrière de l'espèce. Pourtant, c'est même morphotype. Donc ça prouve qu'à la base, ils avaient un ancêtre commun qui leur ressemblait, bien sûr. Alors maintenant, je vous ai parlé du problème de l'apparition d'organes nouveaux. S'il y a évolution, une vraie évolution, c'est-à-dire la macroévolution, elle ne peut se faire que s'il y a des organes nouveaux. Alors, les évolutionnistes disent, mais voilà, regardez, nous avons la preuve. Ils ont ici créé une mouche avec deux paires d'ailes. Voici à gauche la vraie mouche, pardon, avec une paire d'ailes normale, et puis derrière, vous voyez, en orange ou jaune, les balanciers. En fait, ici, ils ont opéré des mutations sur la mouche, et elle a deux paires d'ailes. Alors oui, ils disent, voilà, on a créé des organes nouveaux, mais il n'y a rien de nouveau, puisque ce sont des ailes qui existaient déjà. Donc là, il y a un gros problème. Il n'y a absolument aucune nouveauté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette mouche, elle ne vole pas. Donc, si elle n'est pas nourrie, qu'elle est relâchée dans la nature, elle va vite mourir. Non, on n'est pas du tout là dans l'évolution. Et pourtant, on nous vend ça dans les livres, en disant, voilà, c'est possible. Donc, on est en train de nous dire, il faut croire. Mais il n'y a rien de très scientifique dans tout cela. Quelqu'un disait, il faut beaucoup de foi pour être athée. En quelque part, oui, parce qu'on nous dit euh, qu'il faut croire à l'évolution, on nous donne des preuves qui n'en sont pas. Non, c'est pas normal. Je suis allé un jour dans un centre de recherche de l'évolution et ils travaillaient sur les daphnies. Les daphnies sont ce qu'on appelle aussi les puces d'eau.
qui sont des petits insectes très petits, de l'ordre de quelques millimètres. Vous voyez ici les antennes, l'œil, et vous voyez sur son dos les petits œufs. Donc ils se sont aperçus que quand ils mettaient des vers dans l'aquarium où se trouvent les daphnies, des vers, enfin des larves exactement, d'insectes, qui mangent des daphnies, ils se sont aperçus que les daphnies développaient à la génération suivante un éperon. Vous voyez, une sorte de petite aiguille derrière la daphnie. Ce qui fait que quand le prédateur vient pour manger la daphnie, il se pique. Du coup, il n'a plus envie de les manger. Donc, c'est une protection pour la population. Alors, au début, les scientifiques ont dit, oh, alors, regardez, on a là l'exemple extraordinaire de la création d'un organe. C'est une évolution. Mais finalement, ils ont cherché plus en détail. Et ils se sont aperçus que ce petit éperon était déjà codé dans l'ADN de l'animal. Simplement, le gène qui s'occupait, ou les gènes qui s'occupaient de former ce petit éperon, étaient en sommeil. On dit qu'il était méthylé. Et ce qui se passe que quand la population est attaquée, eh bien, ce gène va être déméthylé, il va être décoiffé, on dit, pour pouvoir s'exprimer et faire en sorte que l'éperon apparaisse. Et donc, finalement, ils ont dit que c'était l'inverse de la théorie de l'évolution. L'éperon, ce soi-disant nouvel organe, était déjà existant. Il était déjà programmé dans l'ADN de l'animal. Je trouve ça très très intéressant et extraordinaire. Alors les scientifiques ont aussi fait beaucoup d'expériences sur des bactéries. Alors c'est intéressant parce que comme elles se multiplient très rapidement, on peut avoir beaucoup de générations. Alors ils ont cultivé des bactéries pendant 24 ans et ils ont obtenu à peu près 50 000 générations. Une bactérie dans de bonnes conditions, elle peut se multiplier chaque 20 minutes. Vous voyez, ça va très très vite. Donc en tout cas, ils ont obtenu 50 000 générations, ce qui représente 2 millions d'années pour l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on a constaté au bout de 24 ans et donc au bout de 50 000 générations? Eh bien, les bactéries sont restées des bactéries. Bon, elles étaient un petit peu plus rondes, mais bon, elles étaient restées des bactéries. On fait souvent des expériences comme ça. On peut arriver à obtenir parfois des toutes petites adaptations de la bactérie à son milieu pour qu'elle arrive à se nourrir d'autres éléments. Enfin, tout cela, ce n'est que de la microévolution, des tout petits détails qui changent, mais la bactérie, globalement, reste une bactérie. Donc là, je dirais que c'est du fixisme, pas strict, hein, mais globalement, du fixisme, la bactérie reste une bactérie, même s'il y a des petits changements. Alors, les scientifiques essaient de nous dire que les gènes évoluent. Que les gènes évoluent, que tous les gènes qui sont dans une espèce viennent d'autres gènes plus anciens, et ainsi de suite. Et ce n'est pas ce que les études assez récentes ont montré. Regardez ce que j'ai écrit. Des analyses comparatives du génome indiquent que tous les groupes taxonomiques, c'est-à-dire tous les groupes d'animaux ou de plantes, étudiés jusqu'à présent contiennent 10 à 20% de gènes dépourvus d'homologues, c'est-à-dire de gènes identiques ou proches, reconnaissables chez d'autres espèces. Alors, je vais vous expliquer peut-être plus clairement. Regardez, chez les fourmis, eh bien, comparé à d'autres insectes, les fourmis possèdent 28 581 gènes propres aux fourmis. On appelle cela des gènes orphelins parce qu'on ne sait pas d'où ils sortent. 28 000, c'est absolument énorme. Donc, on n'arrive pas à retrouver un ordre évolutif pour ces gènes.
Et je dirais qu'il est normal qu'il y ait beaucoup de gènes similaires dans les différentes espèces, puisqu'on a des cellules qui globalement fonctionnent pareil. Entre un ver de terre et l'homme, on dit qu'il y a dans les 50% de ressemblance, quelque chose comme ça, ou plus, je ne me souviens plus exactement, mais c'est énorme. On a des cellules qui fonctionnent à peu près de la même manière. Le ver de terre fabrique son énergie comme nous, il a des mitochondries dans ses cellules, etc., etc. Donc il est normal qu'il y ait des gènes similaires entre nous, par exemple, et le ver de terre ou un autre animal. Mais maintenant, ce qui est un gros problème à la théorie de l'évolution, c'est qu'une partie de ces gènes, 10 à 20%, voilà, sont là d'une manière inexpliquée. Ils sont apparus tout d'un coup. Donc, personnellement, permettez-moi de le croire, mais moi je vois là tout simplement la main d'un créateur. Là encore une fois, la théorie de l'évolution bat de l'aile. Alors, on a fait aussi des recherches, des animaux, on les a testés. Ici, vous avez un petit poisson qui, ici, est à l'état normal et on va retrouver ce petit poisson dans des cavernes. Des poissons qui sont dans des sortes de rivières souterraines ou lacs souterrains et qui sont enfermés dans le noir tout le temps. Donc, ce sont des conditions extrêmes. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette espèce a vraiment évolué? Eh bien, on constate que le poisson, au contraire, au lieu de gagner des nouveaux organes, eh bien, il en perd. Vous voyez, son œil a presque totalement disparu. Sa coloration disparaît, les écailles disparaissent. Donc, il perd de sa capacité, il régresse. Vous voyez? C'est pareil pour ici ces autres animaux. Je suis moi-même allé les voir dans des grottes qui se trouvent dans les Pyrénées. Et donc, ces animaux vivent tout le temps dans le noir. Ils sont enfermés dans des sortes de petits lacs souterrains. Et qu'est-ce qu'on constate? Ici, c'est cette écrevisse qui a été amenée à un moment donné, peut-être par un orage ou des éléments particuliers. euh, et donc, à un moment donné, il y a peut-être une collection avec un ruisseau qui arrivait dans la grotte, etc. Donc, cette écrevisse s'est retrouvée enfermée donc, dans cette grotte. Et elles peuvent être là depuis des siècles. Qu'est-ce qu'on constate? Bien, encore une fois, elle perd sa pigmentation, elle perd ses yeux, les membres et les antennes s'allongent. Et ils vont adopter un mode de reproduction extrêmement lent. Euh, Voilà, pour arriver à survivre dans ces conditions très difficiles où il y a souvent peu de nourriture. Voilà, donc vous voyez ici aussi que cette salamandre est devenue aveugle. Vous voyez, elle perd ses yeux, on trouve peut-être quelques traces, mais voilà, donc comme celle-ci. Voilà. Donc on a une régression de l'animal, c'est ce qu'on observe. Donc vous voyez, on est loin d'une idée d'évolution. On n'a d'ailleurs jamais observé une évolution, une macroévolution chez des êtres vivants actuels. Jamais. Jamais. Et je veux encore vous donner un autre exemple ici. Les scientifiques se vantent de l'évolution dans les lézards. Donc ils disent, voilà, on a introduit les lézards en 1971 sur une île. Vous voyez, ce lézard, qui était carnivore, a été introduit sur cette île. Et les scientifiques sont revenus 36 ans après. 36 ans après, ils ont découvert que le lézard était devenu végétarien. Bon, c'est de la microévolution, le lézard reste un lézard, vous voyez. Et il s'est adapté à son milieu. Maintenant, ils vont dire, ah ben on a un nouvel organe qui est apparu. Il y a ce qu'on appelle des valves sécales qui sont apparues au niveau des intestins. En fait, ces valves sont des replis de peau qui se trouvent dans les intestins et qui sont apparus. Donc, il n'a pas un organe nouveau. L'organe, qui est l'intestin, lui, est resté. Simplement, il y a une petite modification dans cet organe qui est apparu. Alors, ils n'ont pas testé, mais moi, je suis prêt à parier que c'était sûrement inscrit déjà dans l'ADN de l'animal. Et en tout cas,
Cette petite modification reste de la microévolution parce que bah, le lézard est resté un lézard et parce qu'aussi l'organe qui est l'intestin est resté là en place sans il n'y a pas un nouvel organe, il n'y a pas une innovation incroyable qui est apparue. Donc ça reste quelque chose assez minime. Et je voudrais vous montrer un exemple très important, c'est l'exemple des ammonites. Donc, les scientifiques vont nous dire il faut beaucoup de temps pour que ces petites mutations, ces petites modifications euh, apparaissent et puis comme elles sont rares, il faut du temps pour que d'autres apparaissent et ainsi de suite, que les organismes soient transformés. Est-ce qu'on observe cela dans les fossiles? Eh bien, regardez ici le fossile qui est le plus connu, les ammonites. Je suis allé moi-même dernièrement dans un musée. Il y avait toute une galerie avec les ammonites. Sur des millions d'années, eh bien, si on regarde ces ammonites sur des millions d'années, elles sont restées des ammonites. Regardez, ici, vous voyez, on a des coquilles, les coquilles de ces animaux. Donc, vous remarquez que ici, alors l'ammonite commence ici à peu près à 200 millions d'années. Non, 160, ouais, moins à peu près à 200 millions d'années ici. Vous avez les âges en millions d'années là sur la gauche. Donc, vous voyez, on reconnaît leurs petites côtes qui ressemblent à d'ailleurs leurs ancêtres. L'animal est resté avec son aspect spiralaire. 100 millions d'années après, on a toujours le même animal. Encore plus tard, on retrouve les ammonites. On peut même en retrouver qui ont régressé parce qu'elles ont du mal à s'enrouler même, vous voyez. Donc, ça s'appelle d'ailleurs des ammonites déroulées. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Les ammonites sont toujours restés des ammonites sur des millions d'années, les amis. Des millions d'années. Et au lieu d'évoluer, elles ont même régressé. Donc là, on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair parce que c'est justement l'animal qu'on a le plus retrouvé et sur de longues périodes. On va dans différentes montagnes, on retrouve des ammonites. En France, dans les Alpes, les Pyrénées, dans le Jura, on trouve des ammonites. Euh, Ici, regardons un autre fossile qu'on peut retracer sur plus de 50 millions d'années. Ce sont des griffées qui sont des sortes d'huîtres. Vous voyez, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Elles sont restées à peu près elles-mêmes. Alors, elles ont une forme particulière, elles ressemblent un peu à des griffes, vous voyez. On reconnaît bien qu'il s'agit d'huîtres. Donc, leur forme a un petit peu changé, mais globalement, ce sont toujours des huîtres. Les huîtres sont restées des huîtres. On a là le témoignage clair d'une micro-évolution. Ce que Lamarck, d'ailleurs, dont on a parlé au début, avait dû observer. Une micro-évolution. Mais les huîtres restent des huîtres. C'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a des limites. Micro-évolution, oui. Macro-évolution, bah non, on n'observe pas. Alors ici, nous avons quelque chose d'intéressant. Les premiers animaux que nous connaissons sur Terre. Eh bien, ces premiers animaux, on ne sait pas comment ils sont apparus. Ils sont déjà complexes, avec des organes extrêmement complexes. Vous voyez, cet animal qui possède 5 yeux. Ici, une sorte de pince, des sortes de nageoires. Alors, bien sûr, il a un cerveau, un tube digestif, etc. Il est apparu comme ça. On ne sait pas comment. Les organes sont déjà là, fonctionnels, complexes. Des yeux complexes, des muscles, des membres, quelque chose d'extrêmement complexe. Pour en arriver là, il faut déjà des milliers de gènes pour qu'un animal comme ça apparaisse. Ça sous-entend donc une très longue évolution qu'on devrait trouver, donc des témoignages de fossiles, on devrait trouver euh, beaucoup d'animaux beaucoup plus simples. Ce format, là, non. Contrairement à cela, on trouve des animaux déjà complexes, particuliers d'ailleurs. On ne retrouve pas pour la plupart à notre époque, hein. Et donc, il y a quelques ressemblances parfois quand même, comme celui-ci avec un crustacé. Enfin bon, voilà, on a des animaux quand même très complexes qui apparaissent d'un coup. Donc là, on a
l'impression d'avoir la manifestation d'une création d'animaux complexes. Et Darwin disait ceci: si l'on arrivait à démontrer qu'il existe un organe complexe qui n'ait pas pu se former par une série de nombreuses modifications minimes et graduelles, ma théorie ne pourrait certes plus se défendre. Et c'est ce que je vous ai dit. Nous avons beaucoup de mal à trouver ces nombreuses petites modifications minimes, bien au contraire. Donc cette théorie, selon Darwin, s'effondre. Alors, je voudrais maintenant parler des fossiles. Les évolutionnistes nous disent, voilà, les fossiles sont le témoin de l'évolution. Ils vont donc nous sortir cette grande échelle stratigraphique. Alors, vous avez à gauche les âges les plus anciens, à droite les plus récents, avec, vous voyez, l'apparition de l'homme. Donc, voilà, on a tout un ensemble donc, de fossiles qu'on trouve dans des couches, hein, celles d'en bas étant les plus âgées. Voilà, donc je pense que vous comprenez. Plus on monte dans les couches, plus on a des fossiles récents. Donc les évolutionnistes vont dire, voilà, on a des êtres vivants différents, donc pour eux, il y a eu évolution. Donc pour eux, ça veut dire forcément que les animaux qu'on trouve ici, étant plus anciens, ont forcément donné ceux qui sont plus récents. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement? Bien regarder. Si on regarde ces fossiles en détail, nous avons ici ce qu'on appelle des cyanobactéries. Regardez ces cyanobactéries fossiles, ici, marron, là, dans ces photos. On reconnaît toutes les petites cellules. Si je regarde la cyanobactérie actuellement, bien, la même forme, ça se ressemble énormément. On a des petites cellules les unes après les autres. On ne peut pas parler d'une évolution flagrante, non. Aucun changement. Et écoutez bien, là, depuis 3 milliards d'années. 3 milliards d'années, mais quand même. On n'est pas là en train de parler de petites périodes. Regardez ces méduses. On a retrouvé des fossiles à 500 millions d'années. MA, millions d'années. Et on retrouve donc la méduse avec ses tentacules. On n'a pas une évolution flagrante. La structure elle-même, le morphotype, il est là. Alors après, il peut y avoir des petits détails qui changent, des petites choses, mais on reste dans du détail, dans de la microévolution. Regardez cette étoile de mer, on va retrouver à carrément 400 millions d'années. On ne peut pas dire qu'elle soit différente de l'étoile de mer actuelle qui a 5 bras, etc., une bouche centrale, etc., etc. Voilà, des oursins, je vais prendre des fossiles peut-être un peu plus évidents. Regardez celui-ci, la coquille Saint-Jacques, vous voyez, celle qui est fossile ressemble tout à fait à celle qu'on trouve dans nos étalages. Pas de changement depuis 18 millions d'années. Quand même énorme. C'est-à-dire 18 000 fois 1000. Absolument énorme. Aucun changement visible. Euh, Regardons ici ces petits gastéropodes, les escargots. Donc voilà, ils sont assez connus. On les trouve, par exemple, ici dans ma région, sud de la France, on trouve pas mal. Et donc on s'aperçoit que cette planorbe fossile est tout à fait identique à une planorbe actuelle. 35 millions d'années d'écart. Vous voyez aussi cette limnée, la même coquille, entre celle qui est fossile et celle qui est actuelle. Aucun changement visible. Quand même fou. Ici, on a un fossile de 160 millions d'années sur ce qu'on appelle une bélemnite, un animal avec, vous voyez, des gros yeux, des tentacules, qui ressemble un peu à un calmar. Hein, et voilà, donc pas de changement depuis 160 millions d'années. Pas de changement global. Pareil pour cet animal. Regardez cette pieuvre. 95 millions d'années, la pieuvre fossile avec ses tentacules. On n'a pas de mal à reconnaître que c'est une pieuvre. Ah, s'il y avait une évolution progressive avec des membres qui se formaient, on pourrait avoir des animaux énigmatiques, bizarres. Mais dans les fossiles,
on ne trouve que très peu d'animaux énigmatiques. On trouve les premiers que je vous ai donnés tout à l'heure, qui datent d'à peu près 500 millions d'années, mais à part eux, qui sont très particuliers, qu'on ne retrouvera plus, on retrouve des animaux souvent faciles à reconnaître. On reconnaît très bien que c'est une méduse. Regardez ici des limules. Les limules, on peut en retrouver à 500 millions d'années. Avec leur épée, leurs épines dorsales, leurs boucliers, on les retrouve ici, actuellement, sur des plages. 500 millions d'années, il n'y a strictement aucun changement. Quand même incroyable. On les appelle même des fossiles vivants. Regardez ces crevettes, on peut retrouver tout le détail, hein. Le thorax, l'abdomen, les yeux, les longues antennes, les petites pattes, etc. C'est fabuleux. 140 millions d'années quand même. Regardez ici, ces écrevisses, pareil, aucun changement, 100 millions d'années. Donc on peut comme ça regarder beaucoup d'animaux, hein, ces scorpions, moins de 100 millions d'années. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir trouver de la variabilité, de la microévolution, c'est vrai, mais bon, alors certaines espèces sont disparues depuis longtemps, c'est vrai, mais bon voilà, on ne trouve pas quand même globalement des changements cruciaux. Regardez cette araignée, moins de 220 millions d'années. Ah, c'est tout à fait l'araignée actuelle avec ses 8 pattes, son corps formé de 2 parties, et devant les chélicères, sorte de mâchoire. Des 1000 pattes, alors toutes sortes d'insectes, les libellules sont magnifiques. Vous voyez que la fossilisation est tellement précise qu'on retrouve tous les détails de l'animal. Vous voyez, 40 millions d'années, 155 millions d'années. Pas de changement global. Donc j'avance. On a beaucoup, beaucoup d'animaux. J'ai mis ici, voici ici ce poisson, 240 millions d'années. On retrouve tout l'œil, l'opercule, toutes les petites écailles, les nageoires. Voilà, on n'a pas de mal à dire que c'est un poisson qui n'a pas changé depuis 240 millions d'années quand même. Celui-ci est phénoménal, le sélacanthe. Le sélacanthe qui est un poisson actuel, vous voyez, et qu'on croyait n'être qu'à l'état fossile. Et les scientifiques avaient dit, bon, c'est lui qui est sorti de l'eau grâce à ses nageoires qui contiennent des os puissants. Il a dû marcher et ainsi pouvoir sortir de l'eau. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'on a constaté? Bien, on a découvert le sélacanthe en 1938 sur les côtes de Madagascar ou dans ce coin-là et dans d'autres endroits. Et on s'est aperçu que c'est un poisson de grande taille, assez calme, mais qui vit en profondeur. Et ce poisson, quand on a voulu le remonter à la surface, à chaque fois il est mort. Sûrement pour des raisons de pression, hein, de l'eau. Il ne supportait pas de sortir de l'eau. Alors, toute la théorie scientifique qui disait qu'il avait marché avec ses pattes s'est écroulée, bien sûr, hein. Alors, vous voyez même certains détails qui sont présents dans le fossile à 300 millions d'années. Vous voyez, il y a une sorte de petite nageoire dans la nageoire caudale. Vous voyez, qu'on retrouve ici, dans le coélacanthe actuel. Alors, les scientifiques vont dire oui, mais il y a plusieurs espèces de coélacanthe où il y a des petites variantes, mais bon, ça reste du détail. Le coélacanthe est resté un coélacanthe. Et tout ça, on en montre la preuve. Ah, regardez ces requins, des grenouilles, le crocodile, 150 millions d'années, on n'a pas de mal à reconnaître que c'est un crocodile avec ses grosses écailles, sa tête allongée, triangulaire, hein, ses pattes à l'horizontale. Donc voilà, voilà. Donc vous pouvez voir ces nombreux fossiles inchangés depuis très très longtemps. Même chez les plantes, on peut retrouver des fougères, hein, de 300 millions d'années. Vous voyez ces fossiles qui se ressemblent beaucoup. Ici, nous avons
et des détails de la feuille qu'on peut retrouver dans les fougères actuelles, chez les Sphenopteris. Voici des fougères arborescentes qu'on retrouve actuellement, qu'on va retrouver donc dans le charbon en particulier. Vous voyez, on retrouve des détails, des feuilles, etc. Donc, alors bien sûr, il y a des petits détails qui ne sont pas toujours identiques, mais globalement, le morphotype est resté. Des prêles, des ginkgo biloba et 170 millions d'années. La feuille est restée identique avec son aspect un petit peu en éventail. Les palmiers, c'est magnifique. Voyez ce cône d'un conifère, très proche des cônes actuels. 160 millions d'années quand même, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Les scientifiques vont nous dire que chaque espèce nouvelle apparaît brusquement dans les fossiles, puis persiste inchangée. C'est bien le mot qu'un grand scientifique, Stephen Jay Gould, a utilisé, inchangé sur de longues périodes, 5-10 millions d'années. Puis, souvent, ils peuvent constater que l'espèce disparaît, en tout cas, on ne la retrouve pas dans les fossiles. Inchangé sur de longues périodes. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, nous avons ici le darwinisme avec une sorte d'arbre, avec une évolution progressive. Mais la réalité est tout autre. Nous avons des longues périodes sans changement. Pas de changement observé. Et plus exactement, pour être plus précis, on a des morphotypes. À l'intérieur de ces morphotypes, quelques petits changements, mais les morphotypes restent toujours les mêmes morphotypes avec des limites entre eux, comme d'ailleurs la Bible nous l'enseigne. Voici à droite le darwinisme avec son arbre, voyez, avec une origine commune. Ça, c'est la macroévolution qu'on ne constate pas. Mais à gauche, nous avons donc la microévolution, qui est une réalité, mais les morphotypes sont séparés. La Bible encore nous étonne par sa pertinence. Euh, nous pouvons donc constater euh, que elle défie encore une fois notre science moderne. Et je pense que ce n'est pas être anormal ou être illogique que de croire en un créateur. Ce n'est pas être illogique. Si on constate tout ce que je vous ai dit, si on réfléchit à tout cela, qu'on prend le temps de se poser, je crois qu'on peut comprendre qu'il y a une immense lacune dans cette théorie de l'évolution. Ce qui manque, c'est tout simplement un créateur. Nous verrons la prochaine fois ce qu'on appelle les formes intermédiaires. Et nous verrons que là aussi, il y a beaucoup de lacunes. Euh, mais en tout cas, je vous invite déjà à réfléchir à tout ce message et comprendre que l'homme essaie de chercher, mais qu'il ne pourra pas trouver, parce que c'est la main de Dieu qui a créé tous ces gènes euh, qui sont différents, par exemple, pour une fourmi de ceux des autres insectes, etc. C'est la main de Dieu qui s'est manifestée. Or, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Eh bien, cette parole de Dieu, elle s'est manifestée, elle s'est concrétisée sous forme de l'ADN, et chaque animal, chaque morphotype a son ADN qui lui est propre. Parce que c'est la parole de Dieu, ce programme qui est sorti de la bouche de Dieu, ce programme qui s'est euh, figé sous forme d'ADN, et donc l'animal a son programme, et il reste globalement dans ce programme. Et voilà, tout ceci nous parle donc de la gloire d'un créateur, et je vous invite à rencontrer ce créateur, rencontrer Jésus, Yeshua, qui vous aime. Moi-même, je l'ai rencontré, je n'étais pas du tout croyant, mais par une simple prière, j'ai demandé pardon à Dieu. Il a touché mon cœur, j'ai su que vraiment, il existait.
J'avais plus besoin de microscope pour l'observer, j'avais plus besoin de télescope. Je savais qu'il existait. Et je vous invite à faire cette prière simplement. Vous pouvez le faire maintenant, ce soir, quand vous voulez. Tournez vers Dieu, lui demander pardon et lui parler. Vous allez voir qu'il est là, qu'il vous aime, qu'il va se manifester. Vous allez sentir sa présence. Je vous encourage. Dieu vous aime. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et une bonne réflexion. Merci pour votre écoute.